Concernant le PUIA pêche, pour rappel, en fait, on est vraiment au cœur des synergies entre production végétale et animale dans Arpège. Donc, le but, c'est bien de développer et de sécuriser la complémentarité entre le monde végétal et le monde animal. Pour l'autonomie alimentaire, donc fourragère et protéique des élevages sur la région. On a deux axes prioritaires en fait qui ont été définis dans le projet. Un premier axe sur la coopération, donc mise en place et accompagnement de coopération entre agriculteurs, entre céréaliers et éleveurs, voire entre polyculteurs et éleveurs. Et un deuxième axe qui est sur la construction d'une filière soja non OGM en Grand Est, et plus largement élargi à d'autres ressources protéiques concernant leur valorisation dans les rations animales. Donc en fait, sur les actions réalisées sur le projet, on est sur 4 groupes de travail. Ça a été donc ce qui constitue les communautés scientifiques et techniques. Donc une première étape qui était primordiale sur le diagnostic territorial, où on a fait l'état des lieux, des besoins et des ressources en région, donc notamment fourragères, et aussi sur la faisabilité de certaines cultures. Donc ça rejoint également le comité scientifique et technique cultivé, qui est copiloté avec Terrinovia. Donc avec une première étape en fait d'études sur la potentialité du soja en Grand Est. Donc là on est vraiment content parce que les partenaires partagent leurs données et on arrive vraiment à avoir un consortium bien consolidé au travers de toutes les actions, mais particulièrement celle-là où on a une compilation des données de l'ensemble des partenaires qui a été opérée, ce qui a pu aboutir en fait à une cartographie et un nombre d'hectares où on peut implanter du soja en Grand Est, qui est vraiment le point zéro pour initier des réflexions de structuration de filière sur du soja en région. Deuxième point sur les fourragères Excuse-moi, innovantes. Maëva, je vais juste pour rappeler, j'ai oublié de rappeler les règles pour ceux qui ne parlent pas. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon ça fait des bruits d'arrière-fond. Ça ne doit pas être très agréable pour Maëva. Merci, je te laisse reprendre. Merci. Donc sur le deuxième point, on était sur l'étude de cultures innovantes à introduire dans les rotations, dans l'optique en fait qu'elles soient contractualisées ou tout simplement échangées en fait avec des éleveurs, donc pour atteindre cette autonomie en élevage. Donc on a cette année focalisé nos travaux sur la luzerne fourragère, donc étant donné que le Grand Est est quand même un gros berceau de producteurs de luzerne à destination de la déshydratation. Le but étant là de pouvoir faire un pronostic un peu sur les hectares de potentiel qui pourraient recevoir de la luzerne, mais à destination fourragère en Grand Est, donc sur des zones où on a peu l'habitude de la côtoyer. Donc il y a une enquête de pratique auprès d'agriculteurs qui a été réalisée et à dire d'experts aussi sur le territoire. Donc le but étant de faire de ces enquêtes des outils de décision pour les agriculteurs pour savoir où implanter cette culture et quel rendement en espérer et quelle plus-value aussi pour l'élevage. Donc une fois qu'on a étudié en fait ces différentes cultures, c'est savoir comment les contractualiser et comment amener en fait à des coopérations sur le territoire entre agriculteurs. Donc il y a une première phase d'enquête sur des coopérations qui sont déjà existantes sur le territoire, donc sur 3 territoires pilotes dans le Grand Est, donc sur les Ardennes, la Haute-Marne, l'Aube et puis sur la zone Vosges-Alsace. On a ressorti des typologies de coopération. Avec les avantages et les inconvénients pour chacun des binômes, voire trinômes dans certains cas. Et du coup, le but, c'est vraiment de pouvoir en faire un témoignage pour des agriculteurs qui voudraient se lancer dans ce type de coopération. Et donc, la prochaine étape, en fait, c'est de pouvoir bien caractériser ces coopérations et de pouvoir en accompagner d'autres, mais ça sera sur la slide suivante, donc je vais m'arrêter là pour cette partie. Et puis, donc, dernier groupe de travail, dernier comité qui est valorisé. Donc là, c'est valoriser des nouvelles ressources dans les rations, mais aussi valoriser économiquement les produits issus de pratiques, on va dire, qui visent à l'autonomie sur le territoire. Donc on a une première phase d'expérimentation qui s'est menée à l'hiver au lycée agricole de Rethel avec de l'incorporation de graines de soja toastées dans la ration.
Donc on manquait de références en région sur cette pratique. Donc on a fait intervenir un toaster sur le lycée qui a pu toaster des graines de soja cultivées localement. Deuxième étape en fait dans ce groupe-là, ça sera de recruter des fermes pilotes qui souhaitent améliorer leur autonomie et les accompagner en évaluant en fait l'impact technico-économique sur l'exploitation de la recherche d'autonomie, parce que l'autonomie ne rime pas forcément avec économie au sens argent quoi, hein, sur l'exploitation, performance économique quoi. Concernant les communications qu'on a pu réaliser, donc là vous avez toute une série d'interventions qu'on peut regarder en replay lors de différents événements. Donc on est intervenu au salon, lors du salon de l'herbe qui s'est fait en virtuel. On a eu un stand aussi dédié à Agrimax et puis une table ronde qui était organisée par Jean-Paul Hébrard où on a parlé d'autonomie. Avec d'autres intervenants en dehors d'Arpège, mais c'était assez intéressant de confronter ce qu'on peut étudier dans le projet et la réalité du terrain avec des témoignages d'agriculteurs. Puis une table ronde d'éco-phyto qui a eu lieu le 25 novembre. Donc là, le thème, c'était vraiment de savoir si l'autonomie fourragère et protéique des exploitations va aussi de pair avec la réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Donc ça rejoint ce que je disais sur partage ce matin. En fait, c'est vrai que les changements de système peuvent conduire aussi à avoir des impacts sur d'autres indicateurs qu'on ne visait pas initialement, mais voilà, c'est un peu des impacts, des bénéfices en fait, des co-bénéfices qu'on peut rencontrer sur ces changements de pratiques et de système. Et puis on a intervenu aussi près des ingénieurs de l'école de Beauvais sur une table ronde également qui était ciblée sur l'indépendance protéique, donc avec d'autres acteurs du monde de l'élevage, notamment avec des fabricants d'aliments. Donc c'était aussi intéressant de confronter nos résultats avec les différentes stratégies qu'on peut constater au niveau national, mais aussi en Grand Est. Donc sur les livrables, on a 2 plaquettes qui sont sorties. On a fait également, on a organisé un webinaire sur le potentiel de soja à disposition des fermes monogastriques en région, puisque le projet était essentiellement tourné vers les filières ovines et bovines. Donc on avait dans le CST valorisé la volonté aussi d'aller voir ce qui se passait dans les fermes de volailles et porcines. Puisque finalement c'est une des filières qui peut aussi potentiellement pousser la structuration d'une filière soja en Grand Est. Donc c'est des étudiants de l'ENSAIA qui se sont penchés sur cette étude et qui ont essayé de quantifier un peu les nombres d'hectares de soja qui seraient nécessaires pour nourrir nos monogastriques à l'heure actuelle, mais aussi si on atteignait 100% d'autonomie alimentaire, donc c'est-à-dire tous les monogastriques que l'on consomme en Grand Est. Voilà, ce potentiel dont on aurait besoin vis-à-vis du soja. Événement à venir à noter, donc on va faire une web TV, donc un webinaire en retranscription directe en fait sur YouTube le 14 avril pour présenter en fait les résultats à mi-parcours. Donc voilà, on est aussi soumis aux contraintes du distanciel, mais on essaye de valoriser comme possible. Ce qui est pratique avec les webinaires, c'est qu'on peut regarder les replays, donc c'est valorisé dans le temps, quoi. Donc voilà, et oui, et puis donc dans les livrables également, des monographies de coopération dont je parlais tout à l'heure, hein, qui sont prévues, qui sont en cours de finalisation, et une synthèse de ce diagnostic territorial qui recense du coup les besoins des élevages en Grand Est et les ressources qu'on peut espérer, notamment le soja. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante. En termes de calendrier, donc sur le recrutement des fermes pilotes, notamment dans le CST valorisé, donc c'est vraiment valoriser de nouvelles ressources protéiques alternatives au tourteau de soja OGM importé. Donc on est sur ce schéma-là en fait, d'une première phase de recrutement. Ce qu'on va réaliser, c'est un diagnostic initial sur les exploitations, donc pour avoir vraiment l'état initial en fait des exploitations, quel est leur niveau d'autonomie, et de pouvoir faire des simulations sur des leviers qui pourraient être testés à la ferme.
Et de là va du coup s'organiser un dialogue avec l'agriculteur. On espère aussi faire des ateliers d'échange, de discussion entre agriculteurs. Bon, à voir si on pourra les réaliser. Pour justement discuter des solutions qui seront testées sur les exploitations. Donc après, le but, ça sera de tester ces solutions. Hein. Donc on est sur la gestion des prairies, l'adaptation des conduites d'élevage, etc. Donc c'est assez varié pour pouvoir avoir le plus de perspectives possibles en termes de leviers qui peuvent être testés sur les exploitations pour avoir une meilleure autonomie. Et donc une fois voilà, que ces solutions sont testées, on passe par une phase d'évaluation et de réadaptation des solutions si besoin, de réajustement. Concernant la contractualisation maintenant, donc là on réfléchit plutôt une autonomie à l'échelle territoriale, puisque là on peut valoriser des ressources, soit des céréaliers en direct, ou bien des coproduits qui sont déjà produits sur le territoire. Donc là on a 4 groupes de travail qui vont se mettre en place sur le premier semestre. Un premier groupe qui sera, donc c'est vraiment sur la construction d'outils pour accompagner des agriculteurs qui souhaiteraient coopérer. Donc il y a eu un besoin qui a été recensé lors des enquêtes d'avoir quelque chose qui formalise en fait et qui puisse mettre en relation les agriculteurs. Parce qu'un agriculteur peut avoir une offre ou un autre un besoin, mais ils ne savent pas finalement où se placer. Et puis aussi une notion de distance qu'il faut intégrer dans cette réflexion. Donc le but étant de réfléchir à un outil de mise en relation. Des outils de référence technico-économique aussi pour échanger des produits ou des matières ou de la main-d'œuvre, etc. Des contrats juridiques ou moraux, c'est-à-dire peut-être moraux, c'est en 10 points, les 10 points essentiels à respecter pour que ma coopération soit réussie. Donc ça, c'est un exemple de ce qui pourrait être sorti. Et puis de fournir aussi une méthode d'accompagnement de ces coopérations pour qu'elles puissent aboutir et que chaque partie puisse en tirer des bénéfices. Concernant le CST cultivé, notamment sur la partie du soja, donc là on a fait vraiment une caractérisation à l'échelle du Grand Est. Après on pourra affiner l'étude sur des plus petits territoires avec une réflexion un peu plus fine, notamment dans le cadre de construction d'outils de transformation de soja. Voilà, c'est des choses qui peuvent s'opérer en fait au sein du partenariat. Et puis comme je le disais, en fait, concernant la luzerne fourragère, on aura plutôt un outil de la décision agriculteur pour décider voilà, quelles parcelles seraient les plus adaptées pour cultiver de la luzerne et du coup en faire bénéficier aussi les éleveurs qui en auraient besoin. Concernant le calendrier sur les événements, on a toujours du coup les culturales où on aura le stand, où Arpège sera valorisé sur le pôle cap vers l'autonomie protéique. Et puis le PU Tour, donc conjointement avec le PUI Partage. Et puis pour finir sur les freins, c'est le présentiel, on va se répéter toute la journée, mais effectivement, c'est vrai que fédérer 25 partenaires sur le long terme en distanciel, c'est un peu compliqué parce que faut garder l'écoute en visio, c'est quand même pas évident, et puis c'est des visios à répétition aussi, donc mais bon, les partenaires répondent toujours à l'appel, donc c'est que l'engouement est là. Deuxième frein, ça sera frein entre guillemets, parce que c'est la difficulté aussi à recruter des agriculteurs dans cette période où on ne peut pas se rencontrer en présentiel. Donc voilà, c'est de mobiliser des réseaux aussi à distance et de pouvoir les recruter à distance. Et puis, alors je ne sais plus pourquoi j'ai mis les freins. Ah oui, ce financement, oui, en fait, c'est des réflexions aussi sur les dépenses qui peuvent être éligibles. Notamment, on avait des questions sur les stagiaires donc, qui peuvent accompagner les expérimentations qui sont dans le cadre d'Arpège. Mais on en a discuté hier avec Claire. Donc voilà, c'est des choses qui pouvaient apparaître dans les freins, puis sur les conventions aussi, mais qui se règlent. Et puis, du coup, en fait, c'est un peu une question de temporalité aussi. Hein, c'est de la question de la structuration de filière, donc avec le plan de relance sur le volet protéines, où, en termes de temporalité, on peut arpéger vraiment en amont de ce qui peut être fait en termes de structuration de filière. Après, il va falloir effectivement que s'il y a une décision de structurer des filières, notamment sur soja OGM, que les acteurs économiques puissent statuer en fait sur un go-no-go en termes d'outils de transformation ou de valorisation en fait des ressources sur le territoire. Voilà.